Bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Toute l'information politique et parlementaire. Tout de suite, les titres de ce vendredi 12 juin. La réforme du Sénat validée par le Conseil constitutionnel. Les sages émettent toutefois certaines réserves. Les détails dans notre journal. Jean-Marie Le Pen devant les tribunaux. Il est venu contester sa suspension du Front National. Au même moment, les instances dirigeantes du parti continuent de statuer sur son cas. Et puis, comme chaque semaine, retrouvez le micro-trottoir d'Alex Darmon. Il vous interroge cette semaine sur la modification de la loi E20. Dominique Strauss-Kahn, relaxé dans l'affaire dite du Carlton de Lille. Il était poursuivi pour proxénétisme aggravé, soupçonné d'être le pivot de rencontres avec des prostituées entre 2008 et 2011. On écoute l'avocat de l'ancien patron du FMI. Il salue la décision et dénonce l'emballement qui a accompagné ce procès. Cette longue instruction, conduite en principe en secret, et dont vous savez à quel point des petites fenêtres ont été ouvertes, partielles, et qui ont essayé de donner à cette affaire un contenu qu'elle n'avait pas. Au total, 12 des 13 prévenus ont été relaxés. Dodo La Saumure, propriétaire de plusieurs établissements de prostitution en Belgique, a lui aussi été relaxé. Seul René Cochefer, ancien responsable des relations publiques du Carlton, a été condamné à 1 an de prison avec sursis. Réforme du Sénat. Maintenant, hier soir, le Conseil constitutionnel validait dans son ensemble la réforme du règlement du Sénat initiée par son président Gérard Larcher. On fait le point avec Quentin Calmet. Dans son ensemble, le nouveau règlement du Sénat est validé par le Conseil constitutionnel, notamment les articles concernant les pénalités pour les sénateurs trop absents. Mais sur 6 articles, les sages de la rue Montpensier émettent des réserves. En cause, l'encadrement des temps de parole en commission et dans l'hémicycle. Des limites censées redynamiser les débats, mais qui peuvent aussi les contraindre. Déjà, au moment de modifier le règlement, certains sénateurs s'étaient inquiétés de cette mesure. Comment imaginer que la réduction au débat en commission puisse renforcer l'intérêt de nos travaux? Comment imaginer que la limitation du temps de parole et la réduction du droit d'amendement va rehausser la fonction parlementaire? J'ai parfois l'impression que les partisans de cette réforme, et ils sont nombreux, si la branche sur laquelle ils sont assis en effet, à faire disparaître le débat idéologique, le débat politique, à le contraindre, c'est le devenir même du Sénat qui est menacé. Le Conseil constitutionnel ne censure pas ce nouvel encadrement des temps de parole. Il demande simplement qu'il soit concilié avec les exigences de sincérité et de clarté des débats parlementaires. En clair, il appelle les sénateurs à encadrer les débats parlementaires avec pragmatisme. Alors on l'a vu, Quentin, le Conseil constitutionnel a donc émis certaines réserves, mais il a aussi censuré un des articles du nouveau règlement du Sénat. Oui, absolument. Les sages estiment que l'article 7 du nouveau règlement n'est pas conforme à la Constitution. C'est une mesure un peu technique, on va l'expliquer ensemble. Paul, en fait, lorsque les sénateurs écrivent une proposition de loi, ils saisissent le Conseil d'État pour un avis. Eh bien, cet avis, dans le nouveau règlement, les sénateurs entendaient le publier dans le rapport qui accompagne la proposition de loi. Mais cette publication, pour la faire, il faut passer par une loi et pas par une simple modification du règlement du Sénat. Et ça, c'est l'article 39 de la Constitution française qui le dit. Alors au final, ce qu'on peut dire, c'est que cette réforme est validée, c'est ça, Quentin? Oui, tout à fait. Mis à part ce point de détail qu'on vient d'évoquer, l'essentiel des mesures de la réorganisation du travail parlementaire est validé. Les mesures phares de ce nouveau règlement entreront en vigueur le 1er octobre prochain. Merci Quentin Calmet. Dans l'actualité également, l'Assemblée des départements de France s'inquiète de la croissance incontrôlée des allocations de solidarité comme le RSA, des dépenses qui plomberaient les finances départementales. Les détails avec Jérôme Rabier. Récemment nommé à la tête de l'Association des départements de France, Dominique Bussereau tire déjà la sonnette d'alarme. Il dénonce la croissance incontrôlée des allocations individuelles de solidarité qui conduira à l'asphyxie mortelle des départements. Derrière ces mots forts, une réalité, ces dépenses sociales pèsent de plus en plus sur les budgets départementaux. Allocations personnalisées d'autonomie, prestations de compensation du handicap ou encore RSA, toutes ces aides pèsent lourdement sur leur budget. Rien que pour le RSA, 9,3 milliards d'euros ont été distribués l'an dernier. Et alors que l'État prenait en charge plus de 90% du financement en 2009, ce n'était plus que 66% l'an dernier.
Le reste incombant au département qui s'inquiète de la progression continue du nombre d'allocataires. Crise économique oblige. L'ADF annonce que certains départements pourraient ne plus avoir la trésorerie nécessaire pour payer toutes ces allocations l'an prochain. Une manière d'alerter le gouvernement sur l'état des finances de ces collectivités, en première ligne pour maintenir la solidarité nationale. Oriane Mancini, bonsoir. Bonsoir. Alors hier soir, les socialistes élisaient leurs chefs de file départementaux. Résultat un peu plus scruté dans la Fédération du Nord. Et oui, Paul, la Fédération du Nord, l'une des plus importantes, elle compte près de 5000 adhérents. Elle est surtout le théâtre d'un affrontement entre Martine Aubry et Patrick Kanner, l'actuel ministre de la Ville, ancien président du Conseil général du Nord. Alors tous deux, hier soir, avaient leur candidat. Gilles Pargnot, qui dirige la Fédération, était le candidat de Martine Aubry. Martine Filleul, la candidate de Patrick Kanner. Alors pour calmer le jeu, cette semaine, Patrick Kanner avait demandé à sa candidate de se retirer, ce qu'elle n'a pas fait. Et après une nuit des longs couteaux digne d'un congrès socialiste, c'est finalement Martine Filleul qui l'a emporté. Elle a devancé Gilles Pargnot au premier tour. Celui-ci s'est donc retiré pour apaiser les tensions. Martine Filleul est donc seule en lice pour ce deuxième tour. La page Aubry est donc tournée dans le Nord, Paul. Et justement, quelles conséquences pour Martine Aubry? Alors d'abord une conséquence en termes d'image, même si ses proches tentent de minimiser la défaite, difficile de ne pas l'y associer, surtout qu'elle s'est personnellement impliquée dans cette campagne, Martine Aubry. Et puis sur le plan politique, il y a quelques semaines, Martine Aubry apparaissait encore comme un recours pour les socialistes. Beaucoup la voyaient prendre la tête des frondeurs au congrès de Poitiers. Elle s'est finalement ralliée à la motion majoritaire, celle soutenue par Jean-Christophe Cambadélis et Manuel Valls, perdant un peu de son poids au sein du Parti socialiste. Un ralliement, Paul, qui ne s'est pas fait sans conditions, dont celle de garder son bastion nordiste. Pari perdu pour Martine Aubry. Quelles seront les conséquences pour les élections à venir, justement? Alors, le match Aubry-Kanner n'est pas près de s'arrêter. L'actuel ministre de la Ville entend bien succéder à Martine Aubry à la mairie de Lille pour les municipales en 2020. Mais la maire de Lille, elle, voit l'ancien ministre de la Ville, François Lamy, l'un de ses proches, qu'elle a fait venir dans le Nord pour lui succéder. Et puis, plus près de nous, Paul, en décembre, auront lieu les régionales dans la toute nouvelle région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Et c'est un proche de Martine Aubry qui sera tête de liste. Il n'aura pas la tâche facile dans cette région où pèse l'ombre de la candidature de Marine Le Pen et où les Républicains, emmenés par Xavier Bertrand, sont bien partis pour faire l'union avec le centre. Ce matin, pro-Aubry et pro-Kanner ont tenté de calmer le jeu, souhaitant une fédération du Nord apaisée et rassemblée. Et ils ont tout intérêt, Paul, car en décembre, si les luttes fratricides perdurent, ce n'est pas seulement Martine Aubry, mais tout le PS qui risque de perdre le Nord. Merci beaucoup, Oriane. Et pour aller plus loin sur le revers de Martine Aubry, dans le Nord, un article de François Vignal est à lire sur publicsénat.fr. Valérie Pécresse était l'invitée de notre émission Parlement Hebdo. Après les évacuations de migrants dans le 18e arrondissement de Paris, la candidate des Républicains au régional en Ile-de-France livre sa vision de la politique migratoire. On l'écoute. Tous les étrangers en situation irrégulière, déboutés du droit d'asile, qui sont sur le territoire français, doivent être raccompagnés chez eux. C'est ça la direction que doit suivre le gouvernement. Si on affirme ce cap, on pourra à ce moment-là envisager un hébergement provisoire qui ne deviendra pas un hébergement tel qu'il est actuel, permanent. vous ne voulez pas. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter de recevoir, d'accueillir des migrants sur notre sol dans des conditions qui sont inacceptables. Nous avons des dizaines de bidonvilles, ne serait-ce qu'en Ile-de-France. Et moi, vous êtes allé sur ce camp, vous avez constaté? Oui, je suis allée à La Chapelle et j'ai demandé le démantèlement de ce camp. Mais attention, ça n'est pas en éparpillant le problème sur toute l'Île-de-France ou en le dispersant les migrants sans leur offrir de solutions d'accueil qu'on résoudra le problème. Donc l'accueil, oui, mais un accueil provisoire avec une seule et unique direction. Ils doivent retourner chez eux. Nouvel épisode dans le psychodrame familial qui secoue le Front National. Jean-Marie Le Pen devant les tribunaux. Le fondateur du Front s'est présenté aujourd'hui devant les juges pour contester sa suspension du parti. Après 2 heures de débat centrés sur les statuts du FN, le tribunal a renvoyé sa décision au 2 juillet. Et au même moment, les instances dirigeantes du parti se réunissaient à Nanterre pour évoquer la suppression du titre de président d'honneur que Jean-Marie Le Pen occupait depuis 2011. Jean-Marie Le Pen qui est l'objet d'un documentaire exclusif que vous pourrez voir sur notre antenne 52 minutes, jamais diffusé à la télévision, sur le fondateur du Front National, sur sa carrière. Un portrait réalisé il y a près de 30 ans par Pierre Jouve et Ali Magoudi. L'homme y multiplie les déclarations polémiques sur sa vision du monde, son rapport à la famille ou encore son approche des questions d'immigration. Regardez cet extrait. Ça va?
Ouais, mais maintenant j'aimerais vous poser quand même une question. Alors, dites-moi. À propos de l'immigration, qu'est-ce que vous voulez faire pour nous autres? Plus tard, quand vous serez élus, vous allez nous mettre à la porte. Je vais renvoyer chez eux tous ceux qui foutent rien. Ah, c'est que ça, quoi. Ça va faire un drôle de paquet. Ben oui, c'est vrai. Non, mais je suis pas contre, en fait, et ceux qui travaillent légalement et qui sont... Ceux dont le pays a besoin et qui sont en situation légale, il n'y a pas de raison qu'ils travaillent. Ah bon? Mais il y en a Parce que justement, on s'inquiète. Il y en a tellement d'autres qui sont venus simplement pour toucher et pas pour travailler. Ah ben déjà, écoutez, ça allégerait un peu. Hein. Ah, c'est que ça, quoi. Voilà. Et vous avez été reçu par nos différents chefs d'État, là. J'espère que vous avez parlé de tout ça, quand même. Bien sûr, évidemment. Et nous étions bien d'accord. Ah, vous étiez bien d'accord? Bien d'accord. Mais vous n'avez pas été reçu au Sénégal, là, je sais pas pourquoi. C'est parce qu'il y avait un conflit entre la police et l'armée. J'irai quand je voudrais au Sénégal. Ah bon? Parce que les Sénégalais ont dit qu'ils ne voulaient pas de problème. Non, c'est pas vrai, ça. Inédit à la télévision, ce portrait avait été à l'époque refusé par la chaîne TF1, jugé trop élogieux. Retrouvez l'intégralité de ce documentaire à 22 h demain sur Public Sénat. Et puis, comme chaque semaine, le moment que vous attendez tous, la rubrique décalée d'Alex Darmon, thème du jour dans le micro trop tard, la modification de la loi E20 par les parlementaires. On regarde tout de suite. Si je vous dis loi E20, vous me répondez? Rien. Rien? Alcool? Non. Tabac? On prend un verre ensemble? Non plus. Ok, super. Cette semaine, dans le micro trop tard, on parle de la loi E20, la loi visant à encadrer la publicité sur l'alcool. Cette semaine, les parlementaires ont voté sa modification dans le cadre de la loi Macron. On va s'enivrer de vos réponses dans ce micro trop tard. La loi E20, quelle année? La loi E20, ouais. C'était la loi E20? Non, absolument pas. Je sais pas, peut-être à 98. Eh ben non, c'est perdu. La pub sur l'alcool 91, peut-être? Oh oui. Les députés ont voté un amendement des sénateurs qui vise à alléger et à dire qu'on peut faire plus de publicité sur l'alcool. On va pas favoriser l'alcool. Ah donc vous êtes contre la publicité sur l'alcool? Oui. De toute façon, ils en ont toujours fait des pubs. Donc je vois pas que ça va changer. Vous croyez que ça incite les gens quand il y a plus de publicité? Ça incite les gens à boire? Ça peut. Et je pense pas que faire de la pub, ça va rendre les gens alcooliques ou boire plus d'alcool. Moi, la pub, ça m'incite pas à acheter. Je pense pas, mais en même temps, inconsciemment, peut-être que ça m'incite à acheter. J'en sais rien, en fait. La publicité pour faire peur aux gens, comme la cigarette qui tue et l'alcool qui tue aussi. Enivrez-moi au bout de la nuit, enivrez-moi jusqu'au fond de ma vie. Vous êtes au courant qu'ils ont allégé la loi E20? Donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt, c'est peut-être sûrement pas dans le sens de la santé publique. Je suis moi-même buveur de vin. Pas d'alcool, mais de vin. D'accord. À tous les repas. À tous les repas? Bah mangeons. Ah bah sauf le petit déjeuner. Mais juste 2 secondes parce que j'ai l'autorisation de vous inviter à boire un verre pour la loi E20. Non mais j'ai pas le temps, je suis en concours, j'ai pas le temps du tout. Avec qui je vais aller boire un verre là? Bon tiens, poste ta cam, on y va. Allez. Et bien sûr, l'alcool est à consommer avec modération. C'est la fin de cette édition. Avant de se quitter, cette dernière information, le Front National vient d'acter par un vote la suppression du titre de président d'honneur du parti. Tout de suite, la politique c'est net, au programme le Valsgate sur les réseaux sociaux. Retour sur la polémique avec Caroline Deschamps. Excellente soirée sur Public Sénat.